d'accord? Et voir la documentation pour voir comment utiliser l'interface comparable, comment utiliser des structures complexes telles que HMAP. D'accord? Les listes aussi, les array lists, les linked lists. Le concept de collection générale va nous suivre partout, dans tous les exercices qu'on va voir par la suite. Donc, c'est quelque chose que vous devriez maîtriser. Donc, je vous recommande de revoir cette partie-là. Alors, donc, on s'était arrêté ici. Donc, la dernière fois, j'avais expliqué ce qu'était un package et ce qu'on entend par l'importation d'un package. Et on avait ici un exemple. Donc, soit, quand est-ce que je vais faire un import? D'abord, soit 3 packages qui sont package 2, package 3 et package 4. Chacun. Donc, le package 2 contient la classe B, le package 3 contient la classe C et le package 4 contient la classe D. Et c'est ce qu'on a ici. On a le package 2 avec la classe B, package 3 avec la classe C. Bien sûr, un package peut contenir des packages et des classes. C'est-à-dire l'objectif du package, c'est un peu comme les répertoires. Un répertoire peut contenir des répertoires et des fichiers. Donc, voyez le répertoire comme étant le package comme étant le répertoire et les classes comme étant les fichiers. Maintenant, si on regarde le package A contient une classe A. D'accord? Dans la classe A, on a une méthode F qui utilise une méthode de F de type entier et une méthode G. Maintenant, si je regarde l'implémentation de la classe A utilise un attribut de type C, un attribut de la classe C. Il y a quelqu'un qui a oublié son micro ouvert. Donc, comme la classe C n'est pas dans le package A, on dira que le package A a besoin du package 3 ou dépend, les pointillés et la flèche, dépend du package 3 parce que j'ai un attribut ici dans la classe A qui est de type C. Et c'est pour ça qu'on va faire import package 3. Le import package 3, je l'ai déduit à partir de cette flèche en pointillé que je lirai comme étant package 1 dépend de package 3 parce que la classe A a besoin de la classe C. Je vois aussi, là il y a une erreur de saisie, hein. La classe F, dans la F contient un attribut, un paramètre. La méthode F de A contient un paramètre de type B. Ça veut dire que j'ai besoin de la définition de la classe B qui est dans le package 2. Et c'est pour ça que ici, on a la classe A besoin de la classe B et donc le package 1 dépend du package 2 et ça va se traduire par un import package 2. Ensuite, la méthode G contient une variable locale de type D. D qui est la classe D qui est dans le package 4. Et c'est pour ça que nous avons le package 1 dépend du package 4 qui va être traduit en import. Il y a 3 cas pour qu'un package ait besoin d'un autre package ou dépend d'un autre package. Soit parce que une des classes qui sont dans le package importé est utilisée comme attribut ou paramètre dans une méthode ou variable locale. Dans ces cas-là, j'ai besoin de la définition. Dans ma classe A, j'ai besoin de la classe, par exemple, array. Je suis obligée d'importer le package qui contient les array lists. Parce que c'est là où il définit la classe array list avec ses attributs, ses méthodes, etc. Donc, c'est exactement ce que vous avez l'habitude de faire quand vous écrivez un programme Java. Il est déduit à partir de ce diagramme de package où on décrit les dépendants. Une seconde, je reviens.
Alors, donc, est-ce que vous avez des questions par rapport aux dépendances? Comment on traduit les dépendances dans un programme Java? Des questions? On peut continuer? Est-ce que c'est clair? On peut avancer? Allô, allô? Quelqu'un est là? Vous m'entendez? Oui, madame. Et on peut avancer? C'est bon, c'est clair? Oui. Très bien. Alors, maintenant, pour la modélisation dynamique, on a déjà présenté ça en TD. Je commence par le diagramme de séquence. Donc, j'ai une classe A, j'ai une classe B, j'ai une instance de A qui a une boîte d'activation. Donc, ça veut dire qu'il y a une méthode dans A qui est en train de s'exécuter. On l'a appelée ici, scénario. D'accord? Donc, à l'intérieur de cette méthode scénario, de cette boîte d'activation, on va appeler la méthode operation B1 de l'objet B, instance de la classe B. Ensuite, on va exécuter la méthode opération 1 de la classe A. Ensuite, on va appeler la méthode opération B2 de la classe B. Et c'est pour ça que déjà, je vois que dans la classe A, j'ai une méthode qui s'appelle opération A. Et on a défini cette méthode, même si on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur de la méthode scénario, donc le scénario, c'est la méthode qui va... Scénario, c'est... Pardon. Alors, scénario... Pourquoi ça veut pas écrire? Attendez, je sais pas pourquoi ça veut pas écrire. Attendez, pourquoi ça veut pas écrire? Je sais pas pourquoi ça veut pas écrire. Allez. On a donc dans le scénario, c'est la méthode qui active cette boîte d'activation. Donc voici le message avec scénario. Donc on a B.opération B1, ensuite opération A1, ensuite B.opération B2. Et ça sous-entend que dans la classe B, j'ai une méthode qui s'appelle opération B1 et une méthode booléenne, puisqu'on retourne true, qui s'appelle opération B2. C'est bon? Je continue. Ça, c'est quelque chose à m'aider. Point de type member aussi. Et ensuite, puisque c'est un briquet, on a set member à A. La valeur qu'on a pour l'objet, on va appeler la méthode set member à l'instance libre de Liberian. Donc ici, ça veut dire que j'ai un attribut A1, 2, 3 de type member et un autre attribut lib de type Liberian. Bien sûr, on les a instanciés. D'accord? Ils ont été instanciés quelque part. Là, puisqu'ils reçoivent maintenant les messages. Donc, dans Register, je lui donne, regardez, elle a ID lib en paramètre. Donc, je lui donne un entier ID lib. Ensuite, j'ai un attribut A qui va recevoir le résultat
du message A12.findIdLib. Je le mets dans A. Et ensuite, lib, cet attribut lib, point setMember de A qu'on a trouvé ici. Des questions jusque-là? Est-ce que c'est clair? Oui? Une question? Ah, madame, je n'ai pas bien compris l'instruction. Je vais essayer de le faire petit à petit sur mon tableau blanc. Et je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à écrire. Je vais relever le partage et j'essaie de voir pourquoi j'arrive pas à écrire sur mon tableau blanc. Sur le PowerPoint. Attendez. D'habitude, j'arrive à écrire même sur la présentation. On recommence. J'arrive à écrire. On était là. On a le diagramme suivant. D'accord. Alors, on va commencer par la classe library. D'accord. On va le faire doucement. La classe library. Alors, dans la classe library, vous êtes d'accord qu'on a une méthode qui s'appelle register. J'envoie du scheduler. Très bien. Alors, j'ai une méthode ici. Vous savez quoi? J'ai pas assez de place ici. Je vais copier ce schéma sur le tableau blanc. Attendez. Je vais le copier sur le tableau blanc et je vais partager tout mon écran. Comme ça, on pourra basculer. Ah non, je vais pas partager l'écran. Je vais aller sur le tableau blanc. Et je vais recommencer le partage. Reprendre le partage. OK. Là, je vais reprendre le partage. C'est bon, le tableau blanc s'affiche. Voilà, on a notre image qui est là. Donc, j'ai une classe qui s'appelle d'accord? La classe library reçoit un message register. Donc, j'ai une méthode ici qui s'appelle register et je lui donne idlib, disons qu'il est int idlib. Maintenant, ça c'est le numéro 1. Donc, ici, cette méthode, elle a le numéro 1. On va voir après, on a deux méthodes. La première, regardez l'instruction. J'ai la première instruction, A égale find idlib. Et le résultat du retour, il est de type member. La méthode. Madame, là j'ai 1.1, donc c'est la méthode register. Bien sûr, puisque tout ce qui est 1, on avait dit, attendez, je vais prendre une autre couleur, l'imbrication, c'est par rapport à... Donc, tout ce qui vient après 1, tout ça fait partie de register. Donc, dans register, je vais envoyer un message find idlib à un objet A1, 2, 3 de type member. D'accord?
Donc, puisque je dois envoyer un message à un objet, je dois déclarer cet objet. Donc, je vais déclarer un objet member A1, 2, 3. Bien sûr, il est initialisé quelque part, hein, instancié quelque part, pas ici. Donc, je vais faire pour cet objet-là A1, 2, 3, point, find ID lib. Find ID lib. Jusque-là, c'est bon? Oui, madame. Très bien. Madame, Oui? Oui? pourquoi on n'a pas fait une méthode dans la classe scheduler pour appeler la méthode register? Si, on doit le faire. Mais nous, c'est-à-dire, on s'est juste intéressé à la classe library pour vous donner comment ça fonctionne. Bien sûr qu'il faudra, dans la classe scheduler, ajouter une méthode qui va appeler register. Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Là, c'était juste une portion pour vous expliquer seulement comment ça fonctionne. Ah, j'ai cru que vous avez déjà commencé le TP. Non, j'étais en train d'expliquer comment utiliser le diagramme, comment traduire un diagramme de communication en code source. J'ai pris juste la partie concernant library. Je ne vais pas le faire pour toutes les classes. Donc, Ah oui, d'accord, merci. Voilà, j'ai expliqué ce schéma. Donc, find, le retour, le résultat doit être dans la variable A. Donc, j'ai A reçoit A1, 2, 3, find ID lib. Ensuite, j'ai un message envoyé set member à l'objet lib qui est de type Liberian. Donc, je vais avoir un objet Liberian lib qui est instancié quelque part. Ensuite, je vais faire lib point set member A. Set member A. Et voici le code source. Et bien sûr, puisque register a le numéro 1, find a le numéro 1.2, 1.1 et set member le numéro 1.2. Maintenant, est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que c'est clair comment on a traduit le code source? C'est bon? Oui, madame, merci. Très bien. Alors, j'arrête le partage et je reviens à mon PowerPoint. Bon, sachez que je peux partager tout mon écran et j'aurai pas à partager. Et comme vous pouvez être en train d'enregistrer la séance et des messages personnels pour en sortir, donc j'ai pas envie de partager tout mon écran. Donc, si c'est clair, on passe alors, diagramme de d'état, je pense que c'est pas comme ça qu'on va le présenter, d'autant plus qu'on n'a pas encore fait de DD dessus. L'exercice d'application, je pense que je vais vous le donner à préparer pour la semaine prochaine. Et je passe à un prochain cours. Je vous envoie ce support de TP et je vous demanderai de préparer cet exercice. Je n'ai pas envie qu'on perde du temps à le faire maintenant. On le corrigera la semaine prochaine. D'accord? Donc là, je vais attaquer un deuxième TP. Donc, et je recommence le partage. Alors, concernant ce TP d'aujourd'hui, le principe de conception. Si vous regardez le programme du module, le premier chapitre est lié
à la conception architecturale et détaillée. Nous, on avait dit, j'ai commencé par les diagrammes de communication et diagrammes d'état-machine qui sont dans le chapitre 3 pour pouvoir lancer le TD. Donc ça, je l'avais dit lors du premier cours. Maintenant qu'on a terminé le diagramme d'état-machine, je reviendrai au chapitre 1 à partir de dimanche prochain. Donc, je reviendrai à ce chapitre 1 qui explique, qui parle de la conception architecturale et détaillée. D'accord? Maintenant, dans la conception détaillée, on va voir des principes qu'on appelle des principes solides. Et j'explique maintenant ce que veulent dire ces principes solides. Alors, le développement de logiciel n'est pas un jeu de Jenga. Est-ce que vous connaissez le jeu de Jenga? Oui, madame. Le principe, c'est que au départ, vous avez des barres ou des planches ou qui sont organisées. Trois. Vous avez quelque chose qui ressemble à 3 barres comme ça. 1, 2, 3. Ensuite, dans l'autre sens, vous allez placer 1, 2, 3. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez une sorte de, pas pyramide, une sorte de comment on appelle la forme? Un rectangle mais en 3D. Pas un cube. Peu importe, l'essentiel. Au départ, votre structure, elle est parfaite, elle est bien faite, etc. Ensuite, à chaque fois, vous modifiez la structure en enlevant une pièce à chaque fois et à la fin, ça devient du n'importe quoi et votre structure s'effondre. D'ailleurs, le perdant, c'est celui qui retire la dernière pièce du jeu et qui va faire s'effondrer la structure. Avec le logiciel, on peut se retrouver avec un jeu Jenga dans le sens où, au départ, on va créer un code source qui est bien, mais à chaque fois qu'il y a un bug, une demande de changement, chaque fois qu'on touche, on est en train de, vous l'avez vu en GL1, quand on touche du code source déjà écrit, que ce soit pour modifier, que ce soit pour corriger un bug, il y a de fortes chances qu'on introduise un bug. Donc, et à force de modifier notre code source, votre code source deviendra complètement buggé. Donc, pas du tout. Donc, on vous dit au début de la phase de la conception, le système semble beau, élégant, pur, mais ensuite, pendant le développement, on a des hacks, des implémentations vite faites, des négligentes pour respecter les délais. Le logiciel commence à pourrir. Quels sont les symptômes d'une conception en train de pourrir? Énormément de bugs. Alors, pour s'assurer de maintenir la qualité de la conception, on doit se baser sur des principes solides. Ça fait longtemps que le micro est désactivé? Non, madame. Ok, donc il vient de se désactiver tout seul. Donc, on a besoin j'avais dit de principes, en fait, on a besoin de principes solides, qui sont solides. Et les principes qui sont solides pour avoir un code source cohérent, etc., ils s'appellent solides. C'est des acronymes. C'est des acronymes et on va voir chacun de ces principes. Donc, l'acronyme mnémotechnique solide intègre un ensemble de principes logiciels pour les conceptions orientées objets. Les principes solides s'appliquent pour la conception orientée objet. D'accord? Introduit à l'origine par Robert C. Martin dans son article de l'an 2000, Design Principles and Design Patterns, puis transformé en acronyme par Michael Fitters. Alors, il y a 5 principes à respecter lorsqu'on fait une conception. Single Responsibility Principle, Open Close Principle,
Liskov Substitution Principle, Interface Segregation Principle et Dependency Inversion Principle. Et les différents acronymes nous donnent SOLID. D'accord? Ces principes nous aident le respect de ces principes nous aide à avoir une conception qui va, dans le temps, avec tous les changements qu'on va faire, supporter les changements et pour minimiser, pour ne pas tomber dans ce qu'on vous a dit ici, un programme pourri. On commence par le premier principe, Single Responsibility Principle. C'est pas parce que tu peux, alors parce que tu peux ne signifie pas que tu dois. Une classe doit avoir une seule responsabilité. C'est-à-dire, alors maintenant, on va prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que la responsabilité. Donc, une classe doit avoir une seule responsabilité. Pour ce principe, on va voir en cours des outils ou des techniques qui nous permettent de respecter ce principe. Là, on vous liste des principes, mais on ne vous dit pas comment faire pour les respecter. Il faudrait que votre conception, toute votre conception, tout votre diagramme de classe, si vous voulez, respecte ces règles-là ou ces principes-là pour qu'ils puissent être ouverts à la maintenance en moindre coût, sans avoir énormément d'impact sur le code source déjà écrit. On vous donne ici un exemple. Alors, soit la classe suivante, il y a la classe facture. Elle a 3 attributs, account, name et hashmap, la liste des produits achetés. D'accord? De type string double. String, c'est la désignation du produit et double qui correspond au prix du produit. GetAccount nous donne le account de la facture. Cet account permet de modifier le account de la facture. Ensuite, on a une méthode format invoice. Format invoice, c'est une méthode qui, selon le format qu'on lui a donné, va imprimer notre facture selon ce format. Donc, c'est pour ça que vous avez ici switch format type qui est donné en parent. Alors, si c'est JSON, on va imprimer return JSON invoice. Donc, la facture imprimée dans un format formaté ou formaté dans un format JSON. Sinon, je retourne le format par défaut. Ici, si je regarde cette classe, on vous dit, est-ce que Single Responsibility Principle a été respecté? Ici, je décris une facture, d'une part, mais je décris aussi comment formater une facture selon le format qui est donné. Donc, vous voyez bien que la facture contient 2 choses. La première, c'est les données spécifiques à une facture particulière et la fonctionnalité pour produire des factures de différents formats, quelle que soit la facture. Question, est-ce qu'on doit diviser la classe? Est-ce que le principe SRP a été respecté? En réalité, ici, le principe SRP n'a pas été respecté. La classe a 2 responsabilités. La première qui est s'occuper de la facture. Ensuite, la deuxième qui est définir comment formater une facture selon par rapport à un type de format donné. Donc, ce sont 2 concepts complètement différents. Donc, c'est pour ça qu'on vous dira, on peut diviser la classe invoice en 2 classes différentes. J'ai la classe invoice qui, elle, continue de traiter les informations relatives à une facture. Et j'ai une classe invoice formatter qui va contenir la méthode format type et qui permettra de formater n'importe quelle facture ou n'importe quelle invoice selon le type format qui a été donné en paramètre.
Alors, maintenant, la question, c'est comment identifier, comment savoir si une classe a une ou plusieurs responsabilités. La question à se poser, donc on avait dit une classe doit avoir une seule responsabilité, mais qu'est-ce que ça veut dire? Une classe ne devrait avoir qu'une seule raison de changer. Donc, les principes solides, pourquoi on les utilise? Les principes solides, parce que on sait que nos besoins peuvent évoluer dans le temps, donc il y aura certainement des changements dans nos besoins, ce qui va impliquer des changements dans notre conception et ce qui va impliquer, bien sûr, des changements dans notre code source. Donc, tous les principes... Au départ, quand j'ai commencé le chapitre, on avait dit, au début de la conception, le programme, il est bien. La conception, elle est, la première version de votre conception, elle est bien. Sauf qu'entre-temps, il y aura toujours des changements. On sait qu'il y aura des changements par la suite. S'il n'y avait pas de changement, votre conception est bonne. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à la suite des événements. Vous faites une conception pour les besoins que vous avez aujourd'hui, les informations que vous avez aujourd'hui, et votre conception, elle va être bien. Et votre code source va être bien. Sauf que comme on sait qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des changements dans le futur sur les besoins, et donc sur la conception, et donc sur le codage, il faudra anticiper les changements, les identifier. Donc, la première question à se poser, est-il possible de prévoir des changements dans une classe? Donc, il faudra se poser des questions. On avait dit que la classe de tout à l'heure, invoice, qui contenait aussi bien account name, product brought et format invoice. On avait dit il y avait deux fonctions. La facture gérait deux aspects, les données liées à une facture spécifique et la fonctionnalité de formater ou de produire des factures dans différents formats. La question à se poser, c'est que se passe-t-il si je veux ajouter un nouveau format? Que se passe-t-il si je veux changer le contenu de la facture? Vous voyez bien que il y a deux thématiques différentes qui peuvent changer dans ma classe invoice. Ça veut dire que j'ai deux responsabilités. C'est comme ça qu'on peut identifier les responsabilités d'une classe. Là, on s'est rendu compte que je peux, puisque là, j'ai la fonction format invoice, à chaque fois que j'ai un nouveau format, je l'ajoute à cette méthode. Et par contre, et ça c'est indépendant de la facture elle-même. C'est-à-dire les formats que je peux, la même facture, je peux la formater sur plusieurs formats. Donc, ajouter un format, un type de formatage, un nouveau format à ma méthode format invoice n'impacte pas ma facture elle-même. Autre chose, maintenant si je veux ajouter, modifier les valeurs de la facture ou ajouter un autre attribut par exemple à la facture, il n'aura aucun impact sur les formats, c'est-à-dire quel que soit le format choisi, c'est indépendant de la facture. Et c'est pour ça que j'ai deux concepts ici qui sont gérés par la classe invoice et j'ai pu les identifier grâce aux questions liées au changement. Toujours, tout ce qu'on va voir maintenant dans les principes solides, tout ce qu'on va voir aussi avec les design patterns, tout ça, il existe parce qu'on sait que notre solution va changer. Si notre solution ne devait pas changer, si le code source qu'on écrit la première fois ou l'application, la version de l'application qu'on écrit la première fois, c'est celle qui va être utilisée jusqu'à ce que mort s'en suive, on n'aurait pas eu besoin de gérer les principes solides ou on verra par la suite les design patterns. C'est parce qu'on sait qu'il y aura des changements qu'on essaye, même n'ayant pas ces changements, même si on ne les connaît pas, on les anticipe en se disant qu'est-ce qui peut changer dans le futur. Et là, je vois que je peux changer
le contenu de ma facture, je peux ajouter un nouveau format. Je me dis finalement, cette classe contient deux changements indépendants différents, donc elle contient deux responsabilités différentes et c'est pour ça que je devrais la diviser pour que j'ai deux classes ayant chacune une seule responsabilité. Donc, on avait dit, alors vous vous rappelez la cohésion et le couplage que vous avez vu en GL1, de toute façon, on reviendra dessus dans le chapitre 2, les métriques liées à la conception. Je rappelle juste que la cohésion, c'est les dépendances qui existent. Rappelez-vous, j'avais parlé tout à l'heure dans le diagramme de package des dépendances. C'est les dépendances intra-package ou intra-classe, dans la même classe ou dans le même package. Pour les responsabilités, on parlera de intra-classe qui doivent être maximisées. Et le couplage, c'est les dépendances. Ça peut être inter-package ou dans notre cas, inter-classe, qui doit être faible, réduire les dépendances entre les classes. Donc, moins de responsabilités implique la haute cohésion plus le faible couplage nous donneront moins de responsabilités par classe, donc moins de raisons de changer. Alors, maintenez la cohésion et le couplage de la classe. Pour la cohésion et le couplage, je sais que vous les avez vus l'année dernière, mais on va les revoir dans le chapitre 2 du cours. Donc, dimanche, Inch'Allah, on revoit ensemble les exemples du diagramme d'état. J'ai pas pu présenter la dernière fois puisque le vidéoprojecteur ne fonctionnait pas. Et on commencera le chapitre 1 qui parle de la conception architecturale et détaillée. Ensuite, le chapitre 2, les métriques ou les mesures liées à la conception et on reparlera de la cohésion et du couplage. Deuxième principe, donc rappelez-vous solide, on a vu le S, maintenant le O, Open Closed Principle. On vous dit la chirurgie à corps ouvert n'est pas nécessaire pour mettre un manteau. Alors, que veut dire ce principe Open Closed? Le principe Open Closed me dit que les entités logicielles doivent être ouvertes aux extensions mais fermées aux modifications. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux, si j'ai écrit du code source que j'ai testé, que j'ai stabilisé et qui fonctionne correctement, demain, si je veux modifier quelque chose, un besoin, je ne devrais pas toucher au code. Je devrais pouvoir rajouter du code source, mais pas modifier du code source déjà écrit. On va voir un exemple sur ça. Donc, on vous dit en d'autres termes, vous ne pouvez pas mettre à jour le code source que vous avez déjà écrit et testé et stabilisé pour un projet, mais vous pouvez ajouter un nouveau code source au projet. Alors, toujours, la question sera toujours qu'est-ce qui va se passer si l'entité change? C'est ce qui nous permettra d'anticiper. En anticipant les changements, on pourra faire une conception qui me permettra juste d'ajouter du code source au lieu de modifier du code source déjà écrit. Exemple. On vous donne ici l'exemple. On vous dit la classe audio player dépend de la classe file. Pourquoi? Parce que la classe audio player, ou utilise si vous voulez, parce que la classe audio player, elle a la méthode play qui utilise comme paramètre un stream de type file. Et file, elle a la méthode getData. Donc, l'audio player pour lire le stream de type file, il va appeler la méthode getData de file. Donc ça, c'est on peut utiliser directement une association, c'est comme vous voulez. L'essentiel, la question qu'on va se poser, on vous dit
la classe audio player ne respecte pas le principe open closed. La question, c'est-à-dire comment je sais est-ce que ça respecte ou pas? Je dois identifier le changement possible. Et on vous dit, que faire si on veut demain, maintenant on a écrit le code source comme ça, mais si demain, je veux lire des données depuis Internet, FTP, en streaming, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter, par exemple, si je devais le faire sur FTP, je dois créer une classe qui s'appelle FTP, qui a la méthode getData, et je dois ajouter dans la classe audio player play pour un stream de type FTP. Donc, vous voyez bien que j'ai modifié le code source de la classe audio player. Et ça ne respecte pas le principe open close. Open close vous dit vous pouvez ajouter du code source. Là, j'ai ajouté une nouvelle classe. C'est pas un problème. Mais je ne devrais pas modifier du code source déjà existant. Donc, on vous dit ici, que faire si l'on veut lire les données depuis Internet? Donc, pour les données depuis FTP, il faut ajouter une classe FTP file qui contient aussi la méthode getData, ce que j'ai fait ici tout à l'heure. Ensuite, ajouter la méthode playStream FTP void à la classe audio player, ce que j'ai fait ici. Donc, nous avons modifié le corps de la classe audio player. Donc, on n'a pas respecté le principe open closed. Comment on va lever, comment respecter le open closed? Donc, on va utiliser, alors, pour les principes solides, on va utiliser beaucoup d'abstractions, c'est-à-dire soit les classes abstraites, soit les interfaces, et avoir des classes concrètes qui vont hériter de ces classes-là. Donc, au lieu, puisque moi, audio player, il va lire des streams. Donc, audio player, il faudrait qu'il ait une relation, au lieu d'avoir la classe, par exemple, file, FTP, en relation avec audio player, je vais ajouter une interface qui s'appelle eStream, qui contient la méthode getData, etc. Donc, ma relation maintenant, elle va être avec cette interface et les classes vont hériter de cette interface. Qu'est-ce qui va se passer? Demain, si je veux rajouter, par exemple, une autre... si je veux rajouter, alors pour rajouter, je vais essayer d'utiliser une autre couleur. Est-ce que je peux utiliser un autre crayon, une autre couleur? Voilà. Demain, je veux rajouter un autre type de streaming. Qu'est-ce que je vais faire? Il n'a pas changé. Pourquoi? Attendez, je recommence. Voir. Je recommence. Est-ce que ça a changé? Non. Tant pis. L'essentiel. Ce que je voulais dire, c'est que... Une seconde. Hein. Désolée pour l'interruption. Donc, je disais, demain, si je veux rajouter un autre type de streaming, je vais rajouter une classe qui implémente cette interface. Et à ce moment-là, je n'ai pas touché à ce code source. C'est ce que veut dire Open Close Principle. Je peux ajouter, il faudrait que pour prendre en charge mon besoin, que je propose une solution qui me permet d'ajouter du code source sans modifier le code source déjà existant. Donc, si je reviens ici, on vous dit que faire si on veut lire les données depuis Internet. On a changé la solution. Donc, maintenant, on a l'audio player utilise l'interface eStream qui contient getData
Et là, donc, play utilise un eStream. Elle n'utilise plus le file, mais elle utilise un eStream. Et file implémente cette interface. Et demain, je veux ajouter FTP. Il faut que FTP implémente eStream. FTP. Et donc, j'aurai get data à implémenter. Et voyez bien que ça marche parce que FTP est un eStream. Donc, je peux l'instancier avec un pointeur de type eStream. Et à chaque fois que je rajouterai un nouveau type de streaming, je n'ai pas besoin de toucher ce code source et monter. Donc, et là, voici le code source que j'avais écrit la première fois en respectant OCP. Et ensuite, à chaque fois que j'ai rajouté un nouveau type de streaming, il fallait juste rajouter du code source. Rajouter du code source. Je n'ai pas eu besoin de modifier la méthode audio player, même si j'ai rajouté d'autres types de streaming. Des questions sur le open close principle? Je peux avancer? Oui, madame. Pardon? C'est bon, je continue. Oui, madame. Très bien. Alors, donc on avait dit, pensez toujours qu'est-ce qui va se passer si l'entité change. Comment on répond à l'open close principle? On utilisera l'héritage et le polymorphisme. Donc, on a utilisé ici l'héritage en utilisant une interface et on a hérité, c'est-à-dire le fait que des classes implémentent des interfaces. Là, on a utilisé le principe d'héritage et là, on a utilisé le principe de polymorphisme parce que j'utilise un pointeur de type eStream pour travailler avec des classes concrètes de type Internet File ou FTP File ou Streaming File. D'accord? Donc, le principe, ça va être, pour garantir les principes OCP, ça va être très souvent l'ajout d'interfaces ou de classes abstraites et ensuite, les changements qu'on a identifiés vont hériter ou implémenter cette classe ou interface. Donc, comment je fais? Je trouve les comportements appelés à évoluer et les transformer en abstraction. Donc, nous, ici, le comportement qui était appelé à évoluer, c'était le fait que mon stream, au départ, c'était juste un file, mais je savais que je pourrais avoir d'autres types de streaming. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une interface eStream, file implémente cette interface et la relation dorénavant elle n'est plus entre audio player et file, mais entre audio player et eStream. Et à chaque fois que j'ai un nouveau type de streaming, je peux ajouter une classe sans pour autant toucher à audio player. Alors, troisième principe, alors, rappelez-vous, solide, on a vu le S, le O, maintenant le L. Liskov Substitution Principle. Alors, le Liskov Substitution Principle est un garde-fou concernant l'héritage parce que on a vu que, par exemple, pour OCP, pour respecter le principe OCP et même pour d'autres principes qu'on va voir après, on utilisera toujours beaucoup l'héritage et le polymorphisme. Le problème, c'est qu'on peut avoir des erreurs dans le choix pas l'héritage. En fait, c'est pas l'héritage. C'est l'inverse de l'héritage. On va utiliser beaucoup la généralisation. Est-ce que vous savez la différence entre héritage et généralisation? Vous connaissez la différence entre l'héritage et la généralisation? Non, madame. L'héritage, c'est quand j'ai une classe généraliste, l'héritage,
il est dans ce sens. GA hérite, B, attendez, A hérite de B, voilà. L'héritage, il est dans ce sens. Ça veut dire quoi? À partir d'une classe B, je vais créer une classe spécialisée A. La généralisation, c'est l'inverse. On va dans l'autre sens. Généralisation. C'est à partir d'une classe Z, je vais identifier une classe générale qui va contenir la classe spécialisée. C'est ce qu'on avait fait. Non, c'est ce qu'on avait fait ici. Ici, on avait une classe spécialisée file. On a créé une classe généraliste eStream. Dans notre cas, c'est une interface. Quand je dis classe, pour la généralisation, on peut utiliser des classes ou des interfaces. L'essentiel, parce que pour moi, implement, c'est une forme d'héritage, d'accord? Elle rentre dans le cadre de l'héritage. Donc, j'ai créé une classe généraliste à partir de la classe file. Un exemple plus simple et plus concret. Imaginons, j'ai voiture, camion, par exemple, bus. Et je me rends compte que ces classes ont des paramètres, des attributs en commun et des méthodes en commun. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu d'avoir ces méthodes et attributs 3 fois dans les classes voiture, camion et bus, qui sont tous les 3 des véhicules, je vais créer une classe générale qui s'appelle véhicule et je vais avoir une relation d'héritage et les attributs qui sont en commun pour voiture, camion et bus, je vais les déplacer et les mettre dans la classe véhicule. Je ne garde que les attributs qui sont spécifiques à chaque type de véhicule. Même chose pour les méthodes. Les méthodes qui sont communes aux 3 types de véhicules, c'est-à-dire voiture, camion et bus, je vais les mettre dans la classe véhicule. Après, si elles ont le même nom, on peut les utiliser, les appeler directement à partir de véhicules ou les redéfinir s'il y a besoin. Donc, le fait de passer, nous, on a les classes voiture, camion et bus et rajouter la classe véhicule, on appelle ça la généralisation. D'accord? C'est l'inverse de l'héritage. L'héritage, je crée des classes spécialisées à partir d'une classe générale. La généralisation, c'est créer une classe générale à partir de classes spécialisées qui partagent un comportement. Donc maintenant, le principe Liskov substitution, alors on vous dit l'héritage est une solution à OCP, mais comment réguler l'héritage? Alors le principe, les sous-types doivent être des substituts pour les ancêtres. Un principe qui nous aide à vérifier que les relations d'héritage que nous avons créées, par exemple, pour respecter OCP, sont correctes. Donc, on a un exemple ici. J'ai créé une relation d'héritage entre un cercle et une ellipse, en me disant que le cercle, c'est un cas particulier de l'ellipse où alors, l'ellipse, elle est comme ça. Elle a un centre. Alors, elle a un centre. Ensuite, elle a 2 focus. Elle a un focus A et un focus B.
Et je peux me dire que le cercle est un cas particulier d'ellipse où le focus A égale le focus B. D'accord? Et on va voir, est-ce que ça, c'est juste? Alors déjà, si vous regardez le constructeur, alors on a une méthode F. Donc voici, d'abord, avant d'aller à la méthode F. Donc on suppose, voici la classe ellipse, elle contient le focus A, focus B et major axis qui est un double. Ensuite, vous avez circonférence, area, get focus A, get focus B, get major axis, get minor axis, focus normalement pour les points A et B et 7 major axis pour le double. Donc ça c'est la classe ellipse. Si je prends, j'ai une méthode, normalement j'ai une méthode, parce que la méthode F, vous avez F qui utilise un objet ellipse E. Donc F, elle a les instructions suivantes. Point A égale new point moins 1, 0, point B égale new point 1, 0, E point focus A virgule B, E point set major axis 3. Après, assert E point get focus. Bon, ici, j'ai utilisé ellipse. Si je remplace pour voir est-ce que le principe LSP a été respecté ou pas, je remplace ellipse par cercle. Et cette focus AB, je vais avoir une erreur ici. Parce qu'un cercle, un cercle, il a un seul centre. D'accord? Donc ici, finalement, donc on vous dit cette focus, je vais donner la valeur A et B. Ou alors, je dois modifier le cercle et mettre A et la même valeur A. Et B, je ne l'ai pas sauvegardé. Donc lorsque je vais faire ici assert E.getFocus égale B, elle me retournera faux. Parce que le focus B, on lui a donné A, puisque c'est un cercle. On ne peut pas avoir deux focus dans un cercle. Donc, vous voyez bien que cette relation, qu'est-ce que je déduis, puisque je n'ai pas pu remplacer le par ellipse. Je déduis que cette relation d'héritage est erronée. Il faudra la corriger, il faudra trouver autre chose. Si je dois respecter OCP, je dois utiliser l'héritage, il faut que je revoie mes classes. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je continue? Oui, madame. Pardon? Oui, madame. Allô? Je vous entends très mal. Des questions? Oui? Pas de questions? Ok, alors je continue. Donc, on vous dit, les fonctions, ça on l'avait vu tout à l'heure, les préconditions ne peuvent pas être renforcées dans le type dérivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Les méthodes dérivées ne peuvent pas attendre plus que les méthodes de base. Et les méthodes dérivées ne peuvent pas fournir moins que les méthodes de base. Sinon, on se retrouve dans le cas où on n'a pas respecté la relation d'héritage. Le principe peut paraître compliqué, en fait, il est très simple. C'est un outil déjà qui nous permet de vérifier est-ce que les relations d'héritage que nous avons définies sont correctes. Pour tester ça, partout où j'ai ellipse, si j'ai une fonction, ici l'exemple de la fonction f, si j'ai ellipse, je remplace ellipse par la classe enfant. Si l'exécution de mon programme se fait correctement, ça veut dire que la relation d'héritage est correcte. Puisqu'ici, notre programme ne s'exécute pas correctement, quand j'ai remplacé ellipse par cercle, ça veut dire qu'il y a une erreur dans la relation d'héritage qui existe entre ellipse et cercle.
Oui, on vous dit éviter une vision isolatrice des entités. Il faut avoir une vision plus globale et plus anticipative sur les classes que vous allez créer pour réduire vos erreurs en termes de choix d'héritage ou de généralisation aussi. Parce que on va beaucoup, pour respecter les principes qu'on va voir, on va faire plus de la généralisation que de l'héritage. Alors, 4e principe, interface segregation principle. Le I de solide. On a vu le S, le O, le L, maintenant le I. Tu veux que je mette ça où? Alors, les clients ne doivent pas être forcés de dépendre de méthodes qu'ils n'utilisent pas. De nombreuses interfaces spécifiques aux clients valent mieux qu'une seule interface. Regardez ici. J'ai 3 classes, client A, client B et client C. Le client A, et ça c'est ici, c'est une interface, d'accord? Service, c'est une interface. Interface ou classe, peu importe. Le client A besoin d'un ensemble de méthodes qui sont dans service, mais pas des méthodes liées à B et pas des méthodes liées à C. Le client B a besoin de certaines méthodes qui sont dans service, qu'on a appelé client B méthodes. Mais il n'a pas besoin de client A méthode ni de client C méthode. Et même chose, bon, il y a une erreur ici. Et même chose pour le client C. Donc, j'ai exposé des méthodes, par exemple, au client A, qui sont client B méthodes et client C méthodes, dont A n'a pas besoin. Et ça peut par erreur, nous induire à utiliser des méthodes dont on n'a pas besoin. Parce que je fais juste, pour une instance du service, je fais point, il me sort toutes les méthodes, y compris celles dont le client A n'a pas besoin. Donc, pour éviter ce genre de problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce service qui était une interface, on va le diviser en 3 interfaces différentes. Et dorénavant, A utilisera juste cette classe ou en 3 classes ou 3 interfaces, peu importe. L'essentiel, c'est que je sépare en 3 structures. Le B va utiliser les méthodes dont il a besoin. Le C ne va utiliser que les méthodes dont il a besoin. Donc ici, finalement, on a divisé le service en 3 interfaces. D'accord? Et chaque client utilisera les méthodes qui l'intéressent. Bien sûr, le service, après, implémente les 3 interfaces. Ce n'est pas le souci. L'essentiel, c'est que A ne peut accéder qu'aux méthodes liées à client A. Le client B ne peut accéder qu'aux méthodes liées au client B et client C ne peut accéder qu'aux méthodes du client C. Petite indication, des 5 principes, c'est le plus facile à identifier et à respecter. C'est-à-dire, c'est le plus facile pour identifier si on l'a respecté ou pas et c'est le plus facile à régler. Puisque après, je vais vous donner un exercice où vous allez, pour chaque modélisation, identifier le principe solide qui n'est pas respecté et corriger la conception pour respecter le principe solide. On a un exemple ici. Alors, on a une classe qui s'appelle ERP, une classe qui s'appelle Mail, Madame. Je vous entends pas. Madame, le micro est désactivé. Ça fait combien de temps qu'il est désactivé? Au début de l'explication de cet exemple.
Au début de l'exemple, d'accord. Donc, ici, c'est bon, ce que j'avais expliqué. Ok, très bien. Donc, je recommence. Je ne sais pas pourquoi il se désactive tout seul de temps en temps. Alors, je reprends. Ici, nous avons la classe mail client et la classe ERP qui, toutes les deux, utilisent l'interface e-user. E-user, il a deux méthodes, check password et send mail. Donc, le mail client peut utiliser les méthodes check password et send mail. Même chose pour la classe ERP, elle peut utiliser les deux méthodes check password et send mail. Mais voilà, on vous dit, ERP n'utilise pas send mail et check mail, et mail client, pardon, n'utilise pas check password. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser cette interface en deux interfaces. On va créer deux interfaces. L'ERP qui n'utilise pas le send mail va rester avec celle-ci et le client mail qui n'utilise pas le check password, on va le connecter avec la deuxième interface. Et bien sûr, puisque j'ai deux interfaces, l'user doit implémenter les deux interfaces. Et j'aurai, donc maintenant, j'ai divisé l'interface e-user en deux interfaces. La première qui contient check password, qui est liée à l'ERP. La deuxième qui contient send mail, qui est liée au mail client. Et user doit implémenter les deux méthodes. Donc, la relation de l'interface, donc il implémente maintenant les deux interfaces. C'est bon? Et là, le principe ISP est garanti. On continue avec le dernier principe. Des questions jusque-là? Alors, le principe de Dependency Inversion Principle. On vous dit, souderiez-vous une lampe directement sur le câblage électrique sur le mur. Le principe de dépendance inversée dépend des abstractions. C'est-à-dire que les dépendances, il ne faudrait pas que nos classes dépendent de classes concrètes, mais elles dépendent d'abstractions. Quand je dis abstraction, soit des classes abstraites, soit des interfaces. D'accord? Pourquoi? Parce que si une classe dépend d'une interface ou d'une classe abstraite, les classes concrètes qui hériteront ou implémenteront la classe abstraite ou l'interface, on peut rajouter autant de classes qu'on veut. Donc, on vous dit, les modules de haut niveau ne doivent pas dépendre de modules de bas niveau. Bas niveau, c'est-à-dire quoi? Si on parle de classes concrètes. Les deux doivent dépendre de l'abstraction. La règle ici, program to an interface, not to an implementation. Je vous donne un exemple. On revient, c'est le même principe qu'on avait tout à l'heure. Hein. Le audio player, ici, c'est un audio format player. Et la relation, l'association, la composition, elle est liée à l'MP3. Donc, on vous dit, si on veut ajouter un nouveau audio format player comme MP4 player, si je veux le faire, je vais rajouter la classe MP4 player qui va hériter du audio format et le fait de créer une nouvelle composition va ajouter un nouvel attribut à la classe audio player, il va la modifier et en plus on doit modifier la méthode play pour qu'elle accepte aussi les audio play. Regardez ici, play, le type est string, ce n'est pas MP3 player, comme le open closed, comme pour le open closed principle. C'est une chaîne de caractères. Donc, ce qu'on devra faire ici, dans le play, on va tester if un play MP3, voilà ce que je fais. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour éviter qu'on ait à toucher le code source? En fait,
cette composition, je ne devrais pas l'avoir avec le MP. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit il faut toujours dépendre des abstractions. Maintenant, la composition, pardon, puisqu'elle dépend de l'abstraction, demain, si je veux rajouter la classe MP4, il n'y a rien qui change par rapport à cette implémentation. Tout continue à fonctionner comme avant, c'est-à-dire même si je rajoute la classe MP4. Donc, on vous dit, si on veut ajouter un nouveau audio format player comme MP4, ajouter une classe MP4 player, héritage entre MP4 player qui va hériter de l'audio format et redéfinir la méthode. C'est exact ici. Donc, la classe audio player est modifiée par l'ajout d'un attribut. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc, on a ajouté un attribut à la méthode audio player. Donc, cette conception ne respecte pas deep. Donc, quand on fait pour respecter là, l'association, je ne la fais pas avec la classe concrète, je la fais avec l'abstraction qui est dans notre cas ici, une interface. Donc, on a modifié la solution, on a mis audio player en relation avec audio format player, et maintenant, quand je rajouterai une nouvelle classe MP4, rien ne change dans ce code source. L'objectif des principes solides, c'est de s'assurer que, d'abord, pourquoi on a créé les principes solides? Parce que on sait qu'il y aura des changements dans notre solution. Il y aura des changements dans notre code source. Il y aura des changements dans nos besoins, ce qui impliquera qu'il y aura des changements dans notre code source, ce qui impliquera qu'il faudra changer notre conception. Donc, pour éviter que notre conception et notre code source pourraient, à cause des modifications ou des changements futurs, on propose des solutions ou des conceptions qui, même si demain il y a des changements dans les besoins, l'impact de ces changements sera de rajouter du code source pour ne pas toucher au code source déjà corrigé, maintenu, stabilisé, qui normalement fonctionne correctement. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a créé les principes solides. C'est des principes à respecter. Et on va voir parmi les techniques qui nous aident à respecter les principes solides par la suite, on va voir qu'il y a des techniques qui nous aideront. Bon, des techniques, même si on ne les a pas encore vues, puisque dans votre cas, on va vous donner des exemples simples. On va, les exercices que je vais vous proposer, ça va être des exercices pour... Voilà, j'ai terminé. Donc, je vais vous donner, je vais vous envoyer un exercice à préparer. C'est identifier le principe solide non respecté et corriger l'implémentation telle qu'on l'a fait pour respecter le principe solide. Alors, des questions jusque-là sur ce qu'on a fait? Est-ce que vous avez des questions? Madame. Oui. Madame, ce principe, il se ressemble à principe de open close. Quelle est la différence? Alors, la méthode, je lui ai donné ici stream en paramètre. Ici, j'ai rajouté déjà une nouvelle association, ça veut dire que j'ai rajouté un nouvel attribut à la méthode. D'accord? Donc, c'est ce qui va distinguer principalement les deux principes. D'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Madame. Allô? Madame, Ici, je ne comprends oui. pas.
Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? D'abord, je vous entends très mal. Alors, dans le open closed, dans le open closed, pour le principe open closed, alors, attendez 2 secondes. Il est là. Voilà. Ici, on avait la relation qui était, on utilisait le file comme paramètre de la méthode play. D'accord? Et je l'ai remplacé par un eStream pour ne plus avoir audio play. Ici, alors, ici déjà, on a modifié la classe en ajoutant un attribut. Parce que j'avais... Où est-ce qu'elle était? Attendez, je vais juste effacer mon écriture pour recommencer. Avec cette modélisation, pour ajouter le MP4, donc j'ai rajouté la classe MP4 qui hérite du format audio. Ensuite, j'ai rajouté une nouvelle composition. Donc déjà ici, on a rajouté un attribut, un autre attribut ou une liste d'attributs. Ce qui fait que on devra revoir ici, on devra revoir le code source de la méthode play pour traiter le code source de la méthode play pour traiter le MP4. Ici, on a rajouté une nouvelle méthode qui s'appelle play avec comme paramètre un stream de type FTP. C'est vrai que dans les deux cas, on a modifié la classe audio player. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a dit que le principe n'est pas respecté. Dès que je modifie un code source déjà existant, ça veut dire que j'ai pas respecté le principe. La différence entre les deux, c'est que là, avec OCP, j'ai dû rajouter une nouvelle méthode. Avec le DIP, j'ai rajouté dans ce cas, dans cet exemple, un attribut et j'ai modifié une méthode déjà existante. Mais allez, si vous n'avez pas compris, avec plus d'exemples, peut-être que ça sera plus clair pour vous. D'accord? On reviendra sur ça quand je vous donnerai le TP à préparer et à corriger. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Non, madame, merci. Ok, alors, je vais vous envoyer le support de TP1 et TP2 et je vais vous demander de préparer l'exercice. Il y avait un exercice pour l'exercice relié au TP1 et pour le TP2, je vais aussi vous donner un exercice à préparer. Bon, la série, je crois qu'elle contient, je me rappelle plus s'il y a deux ou trois exercices. Je vais vous demander de préparer un exercice. D'accord? Le TP, la semaine prochaine, on reprend mardi 10h. Hein. Aujourd'hui, c'était une exception, le fait qu'on l'ait fait à 16h. D'accord? On arrête ici? Oui, madame. Très bien. Merci pour votre attention. Et bon, pour le TP, à mardi prochain, Inch'Allah. Au revoir. Merci.